Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous savoir nombreux à l'écoute de Diaspora FM 102.3 en train de suivre, bien entendu, Matin d'Éden. L'émission, c'est bien Matin d'Éden, 2 heures de programme qui vous permettent de comprendre un peu l'actualité nationale et internationale. Au plan national, on va s'intéresser dans l'instant débat à faire croiser à la recrudescence des sacrifices humains en République du Bénin. Invité pour en parler, docteur Assogba, il est sociologue à l'université d'Abomey et Calavi, enseignant à l'université d'Abomey Calavi. Amoussa Araimi, il est métaphysicien. Ils vont nous aider à comprendre justement ce phénomène qui prend de l'ampleur en République du Bénin. En interactualité, vous le savez, le président russe vient de rempiler Vladimir Poutine, réélu. Leçon de pragmatisme politique à suivre avec James William Gbagidi dans une quarantaine de minutes. Mais avant, voici l'essentiel de l'actualité vue par les canards parvenus à notre rédaction. Un exercice qui sera bien entendu fait par vous. Mori Agua, bonjour. Bonjour Tranquillin Akad Benantin, bonjour aux téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Le week-end a été? Oui, très fatigant, mais ça va, on revient toujours avec le même plaisir de servir la semaine les a démarré, téléspectateurs. donc il faut évacuer la fatigue. Absolument. Avec vous, Samson, ok, il s'agira de nous présenter l'actualité en images, le bulletin de l'information. Bonjour. Bonjour Tranquillin Akad Benantin, bonjour à nos téléspectateurs et auditeurs. On parlera entre autres du lancement de la quinzaine de la francophonie en prélude à la célébration de la francophonie le 20 mars prochain, la célébration internationale bien entendu. On parlera également de cette sortie médiatique du ministre de la Santé, sans oublier le tourisme. Voilà, entre les sujets que nous allons aborder dans le bulletin de l'information. Mais avant, voici la revue des unes des journaux. Madame, Messieurs, bonjour. Pour le compte de ce lundi 19 mars 2018, nous avons retenu pour vous une dizaine de journaux. À la une des journaux sur Matin d'Éden, nous démarrons par le journal du service public, La Nation. Gestion foncière et domaniale, les résultats probant des réformes, c'est à lire à la une de La Nation. Visite des chantiers par le ministre des Infrastructures, une satisfaction globale en dépit des couacs. Grève dans le secteur de l'éducation, le gouvernement échange avec les enseignants vacataires. Passons à l'actualité qui titre en manchette « Bonne gouvernance et exemplarité au sommet de l'État ». Talon revoit la grille des voyages officiels, mode d'emploi des enseignants vacataires et gestion du débrayage dans les établissements. Maouillon, Kakpo met les membres de l'administration scolaire devant leurs responsabilités. Et puis, recrudescence d'actes de disparition et de meurtres à caractère rituel. Et c'est allié à la une de l'actualité. Le réseau des journalistes béninois pour l'enfance Réjobé s'offusque. Nous passons à la une du journal Le Béninois Libéré. Le Béninois Libéré, ce lundi, à sa une, l'on peut lire « Lutte contre le vaudou Kenessi par appel lancé aux autorités publiques, la position de Adjinagbe Tchédji, roi de Ouida. Menace sur la santé des Béninois, vaudit la mort en canette, titre Le Béninois Libéré. Crise sociale, du rôle du médiateur, c'est à lire dans les colonnes du journal Le Béninois Libéré de ce 19 mars. Matin libre à présent, titre Radicalisation des grèves dans l'enseignement, la justice et la santé, la rétrocession, la décision de sagesse. Saqueter une rue pour immortaliser Rafiatou Karimou. Et en inter, à la une de Matin Libre, réélection de Vladimir Poutine en Russie. Pourquoi les Russes ont choisi un président sans résultat? C'est à lire à la une de Matin Libre. Fraternité, titre en manchette, fronde sociale, le Bénin attend mieux de ses enfants. Animation de la vie politique, Iji Kolaole appelle le plateau à soutenir Talon. Macron, Talon,
des retombées historiques et c'est à lire à la page 2 du journal de Ménontin. Nord-Sud quotidien à présent, titre en manchette pour une grève, pour une gestion saine des finances publiques, enfin une sélection orthodoxe des cadres de la chaîne des dépenses. Grève dans l'éducation, des policiers dans les établissements, c'est une interrogation à la une de Nord-Sud quotidien. Le Télégramme, lutte contre les faux médicaments, le gouvernement risque un grand revers. Arrêté préfectoral portant interdiction de la sortie des Egungun dans le littoral, les dignitaires du culte Kouvito en colère contre Toboula. C'est à lire à la une du journal Le Télégramme. Toujours à la une de ce journal, crise dans l'enseignement secondaire. Les membres de l'administration scolaire mis devant leurs responsabilités. Pour en savoir plus, lire Le Télégramme à la page 8. L'autre vision. Réduction des dépenses dans les voyages officiels, la réforme de Patrice Talon porte ses fruits. Plus de 6 milliards économisés en 2017. Décrispation plutôt de la tension sociale. Bernard Rouimbo montre la voie du dialogue aux syndicalistes. Tout préliminaire, coupe de la CAF, fin de parcours pour Énergie FC. Bénin intelligent, titre en manchette, Armand Zizinokwe sur l'émission Carte sur table. J'ai été sacrifié. Pour un dégel de la fronde sociale, le gouvernement à l'écoute des enseignants vacataires. C'est à lire à la une de Bénin intelligent de ce lundi 19 mars. Voyage du chef de l'État à Paris, les retombées historiques d'une visite qui galvanise la diplomatie béninoise. Tranquiné à 4 Benoté, nous allons finir par l'événement précis de ce lundi 19 mars qui titre en manchette polémique autour du traitement des membres du gouvernement, la décision de la Cour sur les salaires des ministres. Le DG Trésor sort le décret qui indique 0 augmentation aux ministres. L'ancien ministre Armand Zizinokwe parle les dossiers ICC Services et Police républicaine clarifiés. Enfin, création d'un parti politique national, le plateau adhère au choix de l'UN. C'est ici, tranquille à 4 Benotin, que nous mettons un terme à la une des journaux de ce lundi 19 mars 2018. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Maury Agua. Demain pour notre point complet de l'actualité vue par les Canards, puisque chaque choix avec son actualité, recrudescence des sacrifices humains au Bénin, regard croisé d'un métaphysicien avec d'un sociologue. À suivre dans une vingtaine de minutes, un phénomène qui prend de l'ampleur, malheureusement, en République du Bénin. Et puis Vladimir Poutine réélu, leçon de pragmatisme politique. C'est dans les clés du monde avec James William Magbaguidia. Mais avant, voici le bulletin de l'information. Lancement de la quinzaine de la francophonie en prélude à la célébration au plan international de la francophonie. C'est pour le 20 mars, bien entendu. Oui, la journée internationale de la francophonie est célébrée le 20 mars de chaque année. Et pour marquer l'édition de cette année, la quinzaine de la francophonie a été lancée en présence des cadres de l'EIF, quelques membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques et consulaires. Reportage signé de Laurent Roland-Tonekes et de Damien Pedro. En prélude à la journée internationale de la francophonie célébrée le 20 mars de chaque année, la quinzaine de la francophonie a été officiellement lancée ce jeudi à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Représentants des corps consulaires et diplomatiques, représentants d'organisations internationales, de l'Organisation internationale de la francophonie, cadres à divers niveaux et représentants du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Cette cérémonie de retrouvailles, à quelques jours du 20 mars, date retenue pour la journée internationale de la francophonie, est une tradition et nous en sommes à notre 11e édition. Merci aux membres du comité préparatoire, surtout ceux qui sont restés dans l'ombre, mais qui ont été très efficaces.
Adolphe Bachavi, secrétaire général de la Commission nationale permanente de la francophonie, a également remercié les organisations internationales, les représentations diplomatiques et les personnalités qui ont accompagné cet événement. Au cours de cette cérémonie, un message de Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, a été présenté. Elle appelle les francophones à saisir l'occasion de cette journée pour réaffirmer avec vigueur et détermination leur volonté d'agir toujours plus et toujours mieux, ensemble au nom de l'idéal qui nous unit. Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, perçoit cette journée internationale de la francophonie comme un devoir de mémoire et un moment de bilan. Comme un devoir de mémoire, la journée internationale de la francophonie est un moment de retrouvailles et de réflexion qui nous permet de renouveler notre attachement aux valeurs humanistes chères à la grande famille francophone du monde. Ce sont ces valeurs qui font de notre espace, l'espace francophone, un lieu de convergence, de promotion de la paix, des droits de l'homme et de la liberté, un cadre de mutualisation des pratiques économiques pour faire face aux grands enjeux et défis du développement durable. Cette célébration constitue également un moment de bilan de la coopération entre nos pays et l'Organisation internationale de la francophonie. Il a par ailleurs rappelé les domaines dans lesquels la francophonie intervient au Bénin et les nombreuses actions prévues dans le programme d'action du gouvernement qui cadre avec les objectifs de l'OIF. Pour cette quinzaine de la francophonie, 18 manifestations scientifiques, culturelles, sportives et des activités de promotion de l'excellence et de la langue française sont prévues. Ces manifestations se dérouleront dans plusieurs villes du Bénin, dont Cotonou, Porto-Novo, Parakou et Abomey-Calavi. Sur un autre plan, le ministre de la Santé, Alassane Seibou, était face aux professionnels des médias en début de week-end pour annoncer la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique Lassa. Du 8 au 25 janvier 2018, dernier en effet, 5 cas de la fièvre hémorragique proche par ses symptômes et sa morbidité du virus Ebola ont été détectés au Bénin. Aucun des patients n'a survécu après l'observance d'une période réglementaire de 42 jours. Le Bénin peut estimer être débarrassé de la maladie. Écoutons Alassane Seydou au micro d'Antoinette Sagbo et de Damien Pedro. Le Bénin, notre pays, vient de connaître sa 4e épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa depuis 2014. Cette épidémie s'est déclarée dans la commune de Boukoumbe, département de l'Atakora. Cette épidémie faisait suite à l'enregistrement des signes compatibles à la définition de cas de fièvre hémorragique à virus Lassa chez un patient de nationalité béninoise âgé de 35 ans, venu du village Nadoba au Togo, localité frontalière à la commune de Boukoumbe au Bénin. Du 8 janvier 2018, date du premier cas présumé index, au 25 janvier 2018, date du décès du dernier cas confirmé, 5 cas confirmés, tous décédés ont été enregistrés. Le nombre total de personnes ayant eu contact avec les malades enregistrés et suivis pendant toute l'épidémie est de 407. Aucune d'elles n'a développé des symptômes répondant à la définition de cas suspects de fièvre hémorragique virale. La surveillance pendant 42 jours après le dernier cas confirmé enregistré le 25 janvier 2018 n'a révélé aucun nouveau cas confirmé de fièvre Lassa. Conformément au règlement sanitaire international qui recommande l'observance d'une période de 21 jours x 2 sans enregistrement de cas, je déclare à ce jour la fin de l'épidémie de la fièvre de Lassa dans les départements de l'Alibori, l'Atakora, le Borgou et les collines. Le Bénin reste en effet, comme tous les autres pays du monde, sous la menace des cas d'importation d'autres fièvres hémorragiques. J'invite toute la population béninoise à pratiquer toutes les mesures d'hygiène élémentaires, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, et à éviter de toucher ou de consommer les animaux sauvages. Pour le personnel de santé, l'observance des mesures universelles de la prévention et du contrôle des infections est recommandée.
La promotion de la culture béninoise aux États-Unis sera bientôt une réalité. L'annonce a été faite cette semaine par le gouvernement béninois par le biais de l'Agence nationale de promotion du tourisme. Et à cet effet, un accord conclu en ce sens entre donc les deux parties devrait permettre de mettre le Bénin à l'honneur du Smithsonian Folklake Festival qui se déroulera de fin juin à début juillet 2018 prochain. À cette occasion seront célébrées la vie folklorique, les traditions ainsi que le patrimoine culturel immatériel du Bénin. Une opportunité inespérée pour relancer la promotion de la destination Bénin en termes de tourisme. Suivons ici les propos empreints de satisfaction du ministre en charge de la culture et du tourisme au Bénin, Oswald Omeki, à cette occasion. Nous accueillons aujourd'hui une institution qui est la plus grande au monde dans son domaine. Nous accueillons la Smithsonian Institute qui existe depuis 1846, donc 172 ans, qui travaille dans plus de 150 pays et qui nous offre l'opportunité de collaborer pour révéler la richesse culturelle de notre pays, le Bénin. Je voudrais ici rendre hommage à nos compatriotes, Angélique Kidjo et Jimon Oussou, qui ont suggéré au gouvernement du Bénin de pouvoir rentrer en partenariat avec cette institution. Nous avons décidé au sein du gouvernement de nous faire accompagner par ceux qui sont qualifiés et qui ont une expertise mondiale. Parce que, comme nous le disons, notre ambition est grande et nous avons l'intention, dans la mise en œuvre de nos différents projets, de nous associer les services de ceux qui ont déjà fait leur preuve ailleurs et des meilleurs. La Smithsonian Institute organise depuis plus de 50 ans un festival. Festival qui est une occasion pour les pays invités de révéler la richesse de leur potentiel culturel. Le Bénin va être en 2019 l'invité d'honneur. Ce festival se déroule dans un endroit qui est une référence mondiale, le National Mall à Washington DC. Le Bénin pourra profiter de tout, que ce soit les danses, que ce soit les masques, que nos plasticiens, nos chanteurs, nos danseurs, nos chorégraphes, sur tous les aspects, nous allons pouvoir nous exprimer dans un festival où sont attendus au moins 1 million de visiteurs venus du monde entier. À l'instant, le ministre béninois des Sports, du Tourisme et de la Culture, Oswald Omeki, sur un autre plan, lors de sa dernière visite au Bénin. Je veux parler de la visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était en décembre 2017. Le gouvernement du Bénin avait proposé la mise en place du réseau des ministres de l'économie numérique des pays membres de l'organisation. Cette requête a été acceptée et le réseau sera mis en place dans les tout prochains mois. Et c'est pour mieux informer l'opinion publique qu'une conférence de presse conjointe a été animée dans la semaine écoulée par les ministres des Affaires étrangères et de l'économie numérique ainsi que le directeur régional de l'OIF. Je vous invite à suivre quelques-uns de leurs propos au micro de Roland Tonekes et de Fiacre Voitan. Le rêve du président de la République, l'ambition du Bénin, c'est de voir le Bénin, c'est de voir donc ma collègue, c'est de voir notre gouvernement animer ce qu'on appelle, on commence déjà par appeler le réseau des ministres de l'économie numérique à l'intérieur de cette famille de la francophonie. Alors il y a divers événements qui pointent à l'horizon. Nous allons déjà faire ce qu'on appelle le homework, notre devoir de maison, le travail ici à l'intérieur, montrer que le Bénin se rend disponible, montrer que le Bénin veut être le leader dans ce domaine-là, montrer que notre gouvernement va se mobiliser, va mobiliser d'autres États pour que nous puissions mettre en place ce réseau-là. Nous voulons faire de notre pays la plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale à l'horizon 2021.
La mise en place de ce réseau, donc, d'un point de vue, disons, global, puisque ça concerne tous les pays membres de l'OIF, va venir mutualiser les efforts de ces pays, donc, et contribuer à accroître la performance du secteur du numérique dans chacun de ces pays. C'est également une formidable opportunité d'échange d'expériences, d'échange de meilleures pratiques, d'échange non seulement pour les ministres, parce qu'on parle de réseau des ministres en charge de l'économie numérique, mais oui, pour les ministres, mais également pour tout l'écosystème, parce que ça ne va pas s'arrêter au niveau des ministères. Cela va également s'infuser, se distiller au niveau de l'écosystème dans son entièreté, les startups, les entreprises privées, bien évidemment les structures et les entités publiques, les agences. Donc c'est tout un écosystème qui va en bénéficier. Et de facto, c'est aussi l'écosystème entier, parce que nous l'avons souvent dit et répété, et nous sommes en train de le vivre. L'économie numérique est un catalyseur pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est l'ensemble des secteurs d'activité, en plus de celui de l'économie numérique, qui va en bénéficier. La création de ce réseau constitue un succès diplomatique pour le Bénin. Première bonne nouvelle, c'est que Mme Michaëlle Jean a réussi à convaincre le Québec pour appuyer le Bénin afin de porter ce réseau. C'est ainsi que la vice-première ministre du Québec, en charge justement de l'économie numérique, va très prochainement recevoir la visite de la ministre du Bénin en charge de l'économie numérique afin d'échanger sur les voies et moyens pour le Québec d'être un des premiers parrains de cette initiative qui en connaîtra bien d'autres. La deuxième information, c'est que justement en marge de la conférence des Amériques au mois de juin, justement sera lancé ce réseau afin de pouvoir officiellement en faire l'annonce pendant le sommet d'Erevan prévu au mois d'octobre en Arménie. Et la troisième annonce, c'est que l'OIF, dans le cadre de la mise en place de ces réseaux, a donné son accord pour répondre favorablement à la requête de Madame la ministre pour financer le Bénin dans la vulgarisation du code du numérique. Voilà, vous venez de suivre respectivement le ministre des Affaires étrangères, son homologue du ministère, son homologue chargé du numérique, bien entendu, sans oublier le directeur régional de l'Organisation internationale de la francophonie, Eric Adia, dans le cadre de la mise en place du réseau des ministres en charge du numérique de l'espace francophone. Et c'est sur ces propos que nous mettons un thème au bulletin de l'information pour le compte de ce numéro de matin d'Eden. Si vous venez de nous rejoindre, sachez notamment que vous avez raté la revue d'une des journaux et le bulletin de l'information qui vient de s'achever. Merci à vous, Samson Oké, de nous avoir présenté le point de l'actualité. Merci à vous également et merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Sans transition, la rubrique On vous osez. Juste après, on va s'intéresser, je vous l'avais annoncé dans l'introduction de cette émission, la recrudescence des sacrifices humains. Invité pour en parler le sociologue bologue Dr Assogba. Il est enseignant à l'université d'Abomey et Calavi. En face de lui, on aura le métaphysicien Amoussa Raimi, juste dans moins de 5 minutes. Maintenant, il y a eu, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Je m'appelle Salamé Daouda. J'ai commencé maintenant le métier, ça fait au moins 4 ans aujourd'hui. Vraiment, je félicite le gouvernement en place. Vraiment, ces genre de décisions-là, c'est pas facile. Vous voyez, vraiment, j'encourage le gouvernement à progresser. Je le félicite d'abord le gouvernement. Parce que pour la décision qu'il a prise à propos des faux médicaments. Et je vais encore remercier la justice, le procureur de la République, vraiment avec les décisions qu'ils ont prises, vraiment c'est une décision très forte. Nous sommes en train de lutter contre les faux médicaments maintenant, il y a très longtemps. Et ces dossiers sont là. Quand quelqu'un vient, on ne parle pas sur ce dossier. Il n'y a personne qui peut encore soulever ce dossier. Mais autant de talons maintenant,
avec les justices maintenant aujourd'hui là, vraiment ils ont déclenché, moi ça m'a plu. Vraiment je suis très content. Vraiment s'il peut progresser parce que les faux médicaments c'est pas bon pour notre santé. Vous voyez, consommer quelque chose qui n'est pas bon, parce qu'il y a souvent même quand tu vas acheter, il y a des médicaments qui sont déjà même périmés qu'on te vend. Sans que toi, après d'avoir pris le médicament, tu vas voir que le médicament est déjà périmé. Ça là, ça nous tue à petit coup. Et nos parents meurent. Hein? La fois passée par exemple, on a vu une preuve dans mon quartier. Si vous voulez aller vous renseigner, à Bâton, j'habite à Bâton. La personne a acheté le médicament, il voulait couper le médicament. On a vu faire dedans. Faire, même ils ont montré, je ne sais pas si vous êtes au courant, à la télé ils ont montré partout. Vous voyez, ces médicaments-là, ça nous tue à petit coup. Hein? Vous allez voir maintenant qu'il y a beaucoup de jeunes qui vous allez voir, ils sont morts. Hein? Ça nous tue à petit coup. Vraiment, avec les décisions que le tribunal a pris maintenant, les procureurs ont pris maintenant, vraiment, moi je suis tout à fait satisfait. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Communiquer, appeler et obtenir facilement les informations sur le RAVIP. L'Agence nationale de traitement ANT et le comité technique de pilotage du RAVIP, CTP RAVIP, informent le public que toute personne, où qu'elle soit, connectée ou non, peut demander facilement et obtenir des précisions sur le RAVIP. Les différents centres d'enrôlement, pièces à présenter pour se faire recenser, protocole d'enrôlement, peut appeler le 7016 à 2 francs la seconde depuis les réseaux GSM, Move et MTN. Le RAVIP est à leur écoute tous les jours de 8h à 19h sans interruption. Ah, Jean. Comment? Dis donc, tu as toujours des conteneurs à dépoter. C'est quoi? Quel est ton secret? C'est la grâce de Dieu, hein? Oh, quel Dieu! Ah. Je suis commerçant comme toi. Ouais. Et pourtant, je ne trouve pas de financement pour la commande de marchandises. Mon secret, c'est ma carte unique de RAVIP. Quoi? Tu ne t'es pas fait recenser au RAVIP? Je ne sais pas. À quoi ça va me servir pour mes activités commerciales? Recensement administratif à vocation d'identification de la population. Tu ne connais pas ça? Oui, ça c'est de la politique. À qui tu parles de politique? Avec RAVIP, tu es identifié une fois pour toutes. Et c'est la clé de facilitation d'accès au crédit bancaire pour toute activité commerciale. C'est donc là ton secret? La carte unique là? Oui. Donc c'est la carte Sésame pour toutes les activités commerciales? Oui, c'est comme la carte Sésame. Mon frère, merci beaucoup. Ceci est un message de l'Agence nationale de traitement et du comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Amoureux du jazz, découvrez les différents styles jazz, faites connaissance avec les meilleurs et célèbres jazzmen et les groupes qui ont laissé leurs empreintes dans l'histoire du jazz. Les grands noms du jazz vous donnent rendez-vous sur Eden TV dans Jazz Time, tous les dimanches à partir de 17h30. En rediffusion, vendredi 22h. Heureusement que si m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Dis-moi, vous ne répéterez pas? Mais quand même, deux frères, Pierre, oui, mon frère. Yo, on va voir France d'eau. On va continuer à nous vient dans la blague. FAC Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série Nous Loin.
du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45. Ye wonto e kafuna dokiobe mule hose me fifi amunye gbe olo munyi vifa munyi le hose menene olo nyatebe e ku togbe ku nyaga le hose me wa ma bi onya deka so game ke le hose me ba se le gbe ya amenene e to jiu e yo tronsu hose to ni hose to. Suivez le prophète Cherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC dans l'émission I Believe in Miracles. Je crois au miracle. Te conduire dans la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu pour ta vie. Tous les dimanches à 18h et les jeudis à 16h sur Eden TV. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Ce numéro se propose d'aborder la recrudescence des sacrifices humains en République du Bénin. Que faire pour arrêter la saignée? En introduction, je vais commencer par rappeler ce drame qui s'est produit dans la commune d'Agmaïzon, notamment plus précisément au quartier Tanvé. Cette jeune dame, d'une mère, d'une fille qui a été tué par son propre mari, un jeune de 27 ans. Des drames similaires, on en parle presque tous les jours au Bénin. À Missérété, c'est un nom qu'on a arrêté, qui a tué plusieurs personnes. Dans le département du Mono, un jeune qui a tué son propre frère, et à Paou, partout dans le pays, on en parle. Qu'est-ce qui se passe? Nous abordons le sujet avec Dr Assogba. Il est sociologue et biologue à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Face à vous, monsieur Raimi Amoussa, il est métaphysicien. Bonjour. Bonjour, mon frère. Quelle est la lecture que vous faites de cette recrudescence de sacrifices humains sur le plan métaphysique? Que doit-on comprendre? Merci. Je salue le professeur. Oui, bonjour. Ce qui se passe aujourd'hui est lié à la loi de récurrence. De phénomènes et d'activités, de pratiques qui s'étaient passées dans des années antérieures, mais qui étaient canalisées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a beaucoup aujourd'hui d'entités qui ont été nourries d'une certaine manière et dont les détenteurs, la plupart sont, et qui les maîtrisaient, sont des morts, et qui ont transmis ces choses à leurs descendants. Mais parmi ces descendants, beaucoup n'ont pas la maîtrise des clés et n'ont même pas la formation éthique qu'il faut. Ce qui fait que quand vous additionnez théosophiquement l'année personnelle du Bénin, depuis le 1er août 2017, et ce jusqu'au 1er août 2018, ça fait 19. Or, quand ce nombre apparaît, ça veut dire que nous sommes en mode de dette karmique. C'est-à-dire des choses qui se sont passées dans le passé vont réapparaître. Et ici,
quand vous faites la soustraction entre le 1 et le 9, ça donne 8. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est lié à la justice, tout ce qui est lié au karma va revenir. Donc nous sommes dans le karma de récurrence du sang qui a été utilisé à un moment donné dans la nation. Avant de revenir sur les moyens qu'utilisent ces personnes, ces villes individus pour atteindre le proie, pour faire le forfait, mais à l'origine, c'est d'abord la course effrénée vers le gain facile pour qui pousse ces jeunes, ces personnes qui s'adonnent à cette pratique, à tuer et à faire des sacrifices humains. Comment est-on arrivé là, monsieur le sociologue, Dr Sogba? Merci bien et salut les téléspectateurs et les téléspectatrices. C'est toujours un plaisir de retrouver Raimi pour cette communauté d'esprit et d'analyse. Je pense que les sacrifices humains, si on doit bien les définir, c'est ôter la vie à une personne dans le but, dans un but donné. Parce qu'on verra après qu'il y a plusieurs buts. Les cas de prélèvement d'organes auxquels nous assistons font peur, bien sûr. Quelque peu, certains peuvent être traumatisés, mais quelque peu aussi la population accueille ces situations d'une manière bonhomme. C'est un peu comme s'il y a une indifférence. Les journaux les amplifient. Ça voudrait dire, nous avons dit recrudescence, ça veut dire que ça a toujours existé. Et à ce niveau, il faut remonter dans l'inconscient collectif. En dehors de ce qu'a dit Raimi par rapport à la causalité des dettes karmiques, il faut remonter à l'inconscient cosmique pour constater que les sacrifices humains constituent une norme de la société, constituent une valeur. Comment est-ce qu'un sacrifice humain peut constituer une norme de la société? Si vous remontez à l'histoire, vous allez découvrir. Les religions parlent du sacrifice d'Abraham, qui devait tuer son enfant, ôter la vie à son enfant. Et nous avons deux versions. Il y a la version chrétienne, il y a la version islamique. La version chrétienne avec Israël et la version islamique avec Ismaël. Et donc, c'est à partir de cet acte qui n'a pas pu finaliser qu'est née la loi. C'est-à-dire le Seigneur qui a voulu le tester, et à partir de ce moment, on a institué un rituel. Le rituel de tuer un bélier par an dans le cycle des 12 mois. Et toutes les populations, tous les peuples respectent cela. Religieusement, ça part de là. Mais encore, au plan même de la métaphysique, de la philosophie, vous allez découvrir que l'homme même est un ensemble de pièces détachables pour réparer dans le corps humain certaines défections des organes. Et c'est de cela que nous parle l'astrologie. C'est de cela que nous parle aussi la Kabbale. Et c'est de cela aussi que nous parle Ofa. Vous allez voir que la tête de l'homme est symbolisée en astrologie par le bélier. Le cou symbolise le taureau. Les deux poumons symbolisent les Gémeaux. Donc, si on descend jusqu'au poisson, qui symbolise les pieds, vous allez voir que dans la culture mondiale, tous les peuples ont retenu que les organes humains sont des pièces détachables que l'homme a appris à utiliser pour réparer l'homme ou régler certaines situations sociologiques, sociales, économiques et autres. Vous voulez conclure que ce qui se passe actuellement est normal? Oui, je vous dis que c'est dans... si nous prenons le fonctionnement de la société, le renouvellement de la société, et que nous tenons compte des cycles
court, moyen et long, par rapport auquel l'homme, à un moment déterminé, est amené à rétablir son équilibre originel, les sacrifices humains ont été toujours une réalité sociale. Une réalité dans les couvents et autres, docteur Raimi Amoussa. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, c'est d'abord la course effrénée vers l'argent. Qu'est-ce qui peut pousser des jeunes à courir derrière l'argent et être prêts à faire tous les sacrifices du monde pour l'avoir? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Oui, je pense que nous allons expliquer d'abord un phénomène. Vous allez remarquer que les plantes vivent de la terre. Les animaux, le mouton par exemple, vit des plantes. Le lion mange le mouton. L'homme tue le lion. Mais nous ne nous posons pas la question. L'homme est la nourriture de qui? Et qu'est-ce qui intéresse ce qui-là dans l'homme? D'office, l'homme est la nourriture des démons. Il faut que nous disions la vérité. Il y a deux choses qui intéressent les démons dans l'homme. Vous avez le sang et vous avez le sperme. Mais au-delà de ça, comme l'a spécifié le professeur, l'homme est réellement une pièce, un ensemble de pièces où le plus puissant se focalise au niveau du crâne. C'est-à-dire toute la puissance se focalise au niveau du crâne. Ça veut dire quoi? Ce que vous voyez qui se passe aujourd'hui, en dehors du jugement qu'on peut en faire, c'est d'abord un phénomène social qui a toujours existé dans les couvents. Mais c'était structuré, c'était hiérarchisé, maîtrisé. Mais aujourd'hui, nous sommes face à la gestion du legs culturel. Des gens détiennent des secrets, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont plus de revenus, ils n'ont plus de ressources. Et ils exploitent maintenant ces forces-là. Et ont mis ces forces à la disposition pratiquement des jeunes qui n'ont même pas un mental fort, qui n'ont pas été initiés à avoir un mental fort. Parce que le problème, c'est quoi? Dès l'instant où vous commencez avec cette affaire, vous allez toujours commencer de manière anodine, c'est-à-dire, ça ne vous fera pas peur au début. Mais n'ayant pas un mental, c'est-à-dire ne maîtrisant pas les lois de l'astral, parce que c'est ça le vrai problème, les lois du monde du sommeil. Parce que vous devez savoir que les démons sont capables de nous induire hypnotiquement dans le sommeil et de nous donner des ordres. L'entité qu'on a mise à votre service, l'entité là, petit à petit, finit par vous donner des ordres dans le monde astral. Et c'est ça qui crée maintenant les drames après. Celui qui va vers celui qui lui cède ses forces, la plupart du temps, on ne leur explique pas le rendez-vous cyclique. Parce que pour descendre une entité des mondes invisibles, pour l'emmener à se manifester dans le monde visible, il faut forcément lui donner du sang. Et la puissance du sang fait que sa capacité d'agir et la fréquence d'action est plus rapide. D'où les différents types de sang par rapport à leur fréquence. Le sang du bélier n'est pas le sang humain. Le sang humain est le plus puissant sur la terre. Et c'est ça qui explique qu'à un moment donné, voulant l'ambition, voulant obtenir ce qu'ils veulent maintenant de manière plus rapide et de manière foudroyante et de manière quantitative, ils sont obligés d'aller au sang humain. Et là, la plupart du temps, quand cette période vient, vous ne savez pas totalement ce que vous faites. Parce que c'est ça aussi. Il y a une sorte d'envoûtement qui a lieu. Et c'est quand vous finissez parfois que vous vous rendez compte que vous avez été possédé. C'est une possession, s'il vous plaît. Voilà. Mais il n'y a jamais eu de sacrifice humain le 10 janvier. Et on a, si ce n'est pas les volailles, c'est des béliers. Est-ce que les détenteurs du savoir endogène ont-ils démissionné? Non. Comment se fait-il que ces valeurs, c'est-à-dire que ces fétiches, ça se retourne dans les mains des gens avides de sagesse
Et conséquence, on tue son épouse, on tue son frère, on tue sa maman, on tue son père, simplement pour avoir de l'argent. Il faut dire tout de go, en fait, que le sacrifice humain respecte une loi. On ne sacrifie pas n'importe qui. On sacrifie. Je souhaiterais qu'on n'aborde pas trop, c'est-à-dire que comme c'est des pratiques de couvent, je pense qu'il faut qu'on tienne le normal. Non, ce ne sont pas des pratiques de couvent. Oui, mais on va pas faire la démonstration. Mais si on n'explique pas au peuple. Oui, je souhaite qu'on parle justement de comment ces fétiches-là sortent des couvents pour se retrouver dans les mains des jeunes à vie de ça. Je pense qu'il faut qu'on parte de là, qu'on laisse si vous voulez, je peux changer. C'est le plus important pour nous. C'est un regard croisé et je pense que je suis complémentaire de ce que dit le métaphysicien. Vous savez ici un peu. Je souhaiterais qu'on ne banalise pas en réalité le drame qui se produit. Vous pensez que je banalise? Non, pas vous. Non, pas vous. Vous faites une démonstration scientifique. Est-ce que vous savez que la construction des églises, des temples et autres respecte la forme humaine et que l'autel a sa place dans le corps humain et que lorsque les fidèles y vont et que les officiants officient, vous ne savez pas que c'est la mise en œuvre aussi de réalités sacrificielles et qui se fait hebdomadairement, tous les 7 jours, et que cela a une influence. Mais ce que je voulais dire, et en disant tout de go, il faut reconnaître que les sacrifices humains qui ne respectent pas la norme collective constituent des crimes. Ce sont des crimes crapuleux. D'accord? Et celui qui est pris, et la plupart du temps à la télé, quand vous les voyez, c'est la gendarmerie, la police qui gère ces cas, et je pense qu'ils sont déférés pour être jugés et puis condamnés. Et on ne peut pas réduire justement ces situations qui sont exceptionnelles à la réalité sociologique et anthropologique des sacrifices. Il faut reconnaître ça. Maintenant, quand aujourd'hui on veut réduire l'endogénéité du Fa Vodumbo au sacrifice crapuleux, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Et c'est pourquoi nous sommes ici pour le dire. Lorsque vous prenez le cas de celui-là qui a été pris, qui s'appelle le Huno Passé. Ça, c'est un somme à Misérité. À Misérité. Bon, il se présente ainsi. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il faut réduire le crime qu'il a commis, l'acte délictueux qu'il a commis, à la fonction qui se donne. Parce que c'est un individu qui se met au banc de la société et qui est en déréliction vis-à-vis de la loi. Il est en déphasage par rapport à la vie de la société. C'est pourquoi ce sont des cas, en fait, c'est une exception de ce qui se fait réellement, qui constitue la valeur du Vodun, du Fa et du Bo. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, si nous en parlons, qu'est-ce qui peut créer ça? Qu'est-ce qui peut créer, comme on a dit, cette recrudescence? C'est la fragilité économique déjà. C'est la fragilité économique. Nous sommes depuis 2 ans, non pas 2 ans, 4 ans, dans une situation de déflation, d'inflation et de pauvreté extrême. Surtout, vous voyez toutes ces populations qui ont été chassées du bord des routes et qui avaient une activité. Quel rapport, monsieur docteur Asokwa, quel rapport avec ces crimes crapuleux? Ça n'a rien à voir avec... C'est ce que je vous explique que les actions de gouvernance n'ont rien à voir avec des... Si, bien sûr. Parce que les individus, les populations... Et puis ces faits-là, vous l'avez reconnu, ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi vous faites rapport avec il y a 2 ans, il y a 4 ans, et vous parlez de déguerpissement des populations, des erreurs de route. Quel rapport avec ce phénomène? Le rapport, c'est que ceux qui se livrent à ces crimes, ils sont psychologiquement déséquilibrés dans l'esprit. Ils sont fragilisés dans l'esprit. Et lorsque vous êtes fragilisé dans l'esprit, où vous n'avez rien à manger, où vous n'avez pas votre petit déjeuner, vous n'avez rien mangé, qu'un ami vienne vous voir et qui vous donne 5 000 francs et dit « suis-moi ici », qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez espérer avoir plus. Et il peut faire de vous ce que vous voulez, ce qu'il veut. Lorsqu'une femme qui n'a pas le minimum
qui avait une activité qui n'a plus rien maintenant, et que par exemple une voiture s'arrête pour lui dire, pour lui proposer, le conducteur lui propose de prendre une bière, mais elle va se dire que pour elle va sortir aujourd'hui, comme on dit, quelque part, et qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, la population béninoise, en fait, dans ce qui se passe, est fragilisée dans son esprit. L'esprit d'entrepreneuriat du Béninois est fragilisé parce que pour les cas que nous vivons, même pour rester devant sa porte et mettre un étal et vendre du riz ou bien de l'orange, les gens ont peur, ils regardent à gauche, à droite, ils quittent la police qui peut arriver à tout moment tout prendre. Lorsque une population est fragilisée dans l'esprit, à partir de ce moment, l'individu devient la victime de celui qui a de l'argent, de celui qui peut lui vendre le bonheur d'avoir plus, à condition de l'amener dans un endroit. La plupart, c'est un peu comme ceux qui se jettent dans l'océan pour aller en Europe. La personne a le dos au mur. Et donc, il faut comprendre que psychologiquement, il y a une déstabilisation de la population béninoise par rapport à l'esprit d'entrepreneuriat et à la variable, à la variable de l'effort, du gain par l'effort. Aujourd'hui, il faut concevoir, il faut reconnaître que c'est un facteur d'explication de ces situations qui ne se réduit pas à ça. Parce que de l'autre côté, il faut tenir compte maintenant de la psychologie du criminel. Du criminel qui est là. Il faut remarquer que c'est quelqu'un justement qui a une conscience ramenée à un niveau minéral et qui veut tout de suite s'enrichir. Il veut l'argent ici et maintenant. Et s'il trouve un marché, et là maintenant il faut lier justement ces crimes au trafic des organes. Et par rapport au trafic des organes, vous savez que même le milieu politique est consommateur du trafic des organes, surtout lorsque les élections s'approchent. Donc vous pouvez comprendre que l'année prochaine, il y aura les élections législatives au Bénin. Donc à partir de ce moment, vous pouvez comprendre que dès maintenant, se met en place un marché régional et le Bénin est reconnu aussi bien en Afrique centrale et à l'ouest en Côte d'Ivoire comme le pays où il est possible d'avoir justement des pièces détachées en organes humains. Donc il faut comprendre que nous sommes dans cette dynamique. Et comme c'est un marché, le trafic des organes est un marché, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. Et par rapport à cette loi, donc il y a comme de potentiels vendeurs, ceux qui ont développé une certaine propension à manipuler les organes humains comme un objet, sans conscience. Parce qu'à ce moment, ils n'ont plus la conscience de l'humanité, du droit à la vie, mais plutôt une conscience matérielle de la rentabilisation. Et donc, à partir de ce moment, ces individus-là vont s'identifier comme de potentiels vendeurs et donc comme un marché, il y a le circuit de l'information, le circuit médiatique, de savoir où se trouve la bourse des organes. Et à partir de ce moment, ils vont se diriger, ou bien les clients sont convoyés vers justement ces centres où on peut disposer de ça. Tout comme aussi, il y a des démarcheurs, il y a les clébés, comme on dit, il y a les démarcheurs de ce marché qui se positionnent, qui peuvent donner les informations et qui doivent aussi prélever leur prébende lorsqu'il y a justement les négociations et puis il y a les échanges et les passations de marché. Voilà, tu vois, toutes ces situations font aujourd'hui que le Bénin, depuis justement un certain moment, se positionne comme une plateforme de trafic d'organes. Et ça, il faut l'accepter. Mais aussi, il faut dire que le TOFA l'a annoncé. Le TOFA 2018 a déjà prévenu toute la population qu'il y aura beaucoup de disparitions d'enfants et autres. Et donc, peut-être, comme a dit M. Bobos, il faut dire que c'est Dieu qui a dit, pour que les gens puissent se réveiller. Bon, sur le net aussi, vous avez vu, il y a un post de ce policier qui demande aux enfants, les parents doivent maintenant mieux éduquer leurs enfants
Hein, aujourd'hui, vous voyez les jeunes filles qui sont en quête d'argent, qui sont en quête de richesse. Ouais, il y a beaucoup de jeunes filles avec la situation de la lutte contre la corruption que mène le gouvernement. Il y a la raréfaction maintenant de l'argent facile. Et cet argent facile qui aidait certains hommes politiques ou certains démarcheurs politiques à financer des réseaux de maîtresses et donc de manipulation de la libido des jeunes filles, ceux-là maintenant non plus. Ils ne sont plus alimentés en argent. Et donc, il y a potentiellement les jeunes filles qui ne disposent plus de cet argent et donc qui sont prêtes à tout. Et donc, qui sont de potentielles victimes dans ce marché de choses-là, de trafic des organes. Voilà un peu toutes ces situations avec le fait de vouloir posséder un Microsoft, d'avoir un ordinateur, d'avoir un portable, de s'habiller chichement comme on le voit sur dans les novellas, etc., rouler à voiture, aller à moto. Aujourd'hui, les jeunes filles aujourd'hui à 20 ans veulent avoir leur dream. Et vous les voyez dans Cotonou aujourd'hui. Elles mettent des mini. Et quand vous mettez les mini, vous présentez comme quelqu'un qui veut vendre une marchandise. Et là, justement, elles sont identifiées par les vendeurs d'organes, justement, qui peuvent les piéger. Voilà la situation. La situation très bien présentée par docteur Assogba, Aboussa. Raimi, partagez-vous l'avis du docteur qui pense que c'est la pauvreté qui est à l'origine de la recrudescence des sacrifices humains? Il faut dire que nous sommes réellement dans une situation de pente. Qu'est-ce que j'appelle situation de pente? Je l'avais dit tout à l'heure. Ces réalités ritueliques-là existaient toujours, mais étaient canalisées. D'abord, n'importe qui ne pouvait même pas avoir accès à ça. Et souvent, ce sont des gens qui étaient des autorités qui avaient ça. Et dans une famille, n'importe qui n'avait pas ça. Et cette entité jouait le rôle de protection. Mais le problème, c'est quoi? L'entité là est une entité de la terre, de sous-terre. Or, les entités souvent de sous-terre sont des entités sans conscience, sans pitié. Les premières raisons qui ont fait que ces phénomènes arrivent aujourd'hui, c'est la crise financière. Mais au-delà de la crise financière, ce sont tout ce qui est comme développement de la communication qui agit sur le mental de la jeunesse. C'est-à-dire une sorte de snobisme qui ne dit pas son nom. Vous allez remarquer que toute famille où il n'y a pas harmonie entre le père et la mère, remarquez que souvent ça ne va pas. Prenez la plupart de ceux qu'on accuse là. Allez chercher le statut de papa et maman ou de grand-papa, c'est-à-dire quelle est l'éthique des valeurs dans ces familles. Autre chose, nous ne tenons pas compte souvent du fait que il y a eu un moment dans ce pays où l'argent circulait facilement. Mais aujourd'hui, l'argent ne circule plus facilement. Mais quel est ce type d'argent qui circulait facilement? Docteur Assogba l'a bien dit, c'était l'argent facile. C'était parce que le fonctionnaire qui travaille normalement a toujours son salaire. Oui. L'argent de la corruption, c'est de ça que vous parlez. Oui. Comment vous comprenez qu'un fonctionnaire qu'on sait à peu près qui doit être à 200 000, allez un peu à Calavi, promenez-vous. Vous serez déstabilisé. Vous voyez devant vous, en l'espace de 6 mois, toute une maison haut gamme sortie. Mais les jeunes se posent aussi des questions. Connaissant ces gens-là, mais putain quoi aider ton Ngoussi? Et n'oubliez pas qu'on a eu des politiciens dans ce pays qui étaient aussi des caïmens. Il vaut mieux qu'on vous dise la vérité. Qui utilisaient, en tout cas, il y a plusieurs personnes dans ce pays qui ont utilisé soit la drogue, soit le trafic des organes pour s'enrichir. Et beaucoup ne sont pas au courant. Et aujourd'hui, du fait que les jeunes, les côtoyants, ont découvert que le réseau d'obtention de l'argent n'était pas naturel. Et se sont mis dedans.
C'est des réalités que si vous n'aviez pas eu les preuves, vous ne saurez pas que ça existe. Vous avez des gens hyper propres, apparemment, dans ce pays, mais qui pratiquent le commerce des organes, qui pratiquent des choses que le jour où vous allez découvrir, vous allez dire, mais c'est eux là, notre repère. Les jeunes ayant découvert ça, se sont mis dedans. C'est ça que nous vivons aujourd'hui. Ça veut dire quoi? L'État doit rechercher d'abord à comprendre comment ceux qui érigent des bâtiments, qui ont des voitures, qui ont des choses haut de gamme, l'État doit travailler plutôt sur ces gens-là. Parce que c'est eux qui animent les jeunes, qui font ces choses-là. Parfois, les jeunes-là ne sont même pas vraiment les représentants réels. On les commande. Ils sont sous commandement. L'autre chose, c'est quoi? Quand vous allez au niveau des filles, est-ce que vous savez que des filles aussi s'utilisent elles-mêmes comme appât? C'est-à-dire, on les lave avec un certain type d'assemblage de feuilles et d'organes. Et lorsque cette fille est devant vous, vous n'avez plus le discernement. Vous êtes hypnotisé. Et si jamais vous rentrez en contact sexuellement avec cette femme, vous allez rentrer normalement chez vous. Mais la nuit, vous serez surpris de l'entité qui va venir vous voir. Voilà des réalités. Au-delà de ça, les causes ne sont pas forcément centralisées au Bénin. Vous avez une déstabilisation pratiquement des pays qui détenaient réellement des forces occultes. On a le Nigeria, on a le Ghana, on a aussi le Togo. Et l'envahissement que nous avons des gens qui rentrent pour servir dans les bars joue ce rôle aussi. Est-ce que vous savez que si vous prenez la plupart des servantes, plusieurs sont des vaudoucis et qui viennent et qui changent de nom. Mais le problème, c'est quoi? Tout vaudouci appartient à un égrégore. Et tout égrégore vit cycliquement d'énergie. C'est pour vous dire quoi? Quel que soit ce que nous sommes en train de dire, le sang humain à un moment donné sert pour équilibrer la nation, toute nation. Et des religions ont essayé de canaliser ça. Mais aujourd'hui, du fait que nous avons éliminé certaines notions de l'éducation, telles que la réincarnation et le karma, nous sommes dans le danger. Parce que c'est ça la réalité. Les parents qui maîtrisaient, qui utilisaient ces entités, connaissaient la loi du karma et de la réincarnation. Et savaient qu'il faut faire attention. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez éliminé tout ça? Les jeunes n'ont même plus la notion du karma. Parce qu'il faut avoir peur pour ne pas agir. Mais les gens n'ont pas peur parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation. Regardez ce qui se passe quand vous prenez de la maternelle jusqu'à l'université aujourd'hui. C'est écœurant. Il n'y a plus de leçons d'éthique, de leçons des valeurs. Pire, ceux qui essaient d'être corrects, c'est eux qu'on vampirise aujourd'hui, c'est eux qu'on maltraite. Quand vous essayez d'être correct, vous allez voir les meilleurs au Bénin, parfois, vraiment pour vivre au jour le jour, c'est difficile. Et c'est souvent les faux, les arnaqueurs qu'on plébiscite. Voilà les réalités. Vous prenez par exemple dans un ministère, le monsieur a régulièrement, comment on dit, pour ses affaires. Mais allez voir à qui on remet le marché. Vous voyez, ça crée une sorte d'injustice et de vengeance qui ne dit pas son nom. Les causes sont vraiment nombreuses, ce qui amène les gens à faire ça. Comment faire aujourd'hui, docteur Asogba? Est-ce qu'il y a possibilité de récupérer ces fétiches-là des mains de ces jeunes? Est-ce qu'on peut arriver à ce stade pour arrêter un tout petit peu la série? Est-ce qu'on peut arrêter? Bon, c'est la loi des cycles. Et donc, par rapport à la loi des cycles, c'est un peu ce que dit le métaphysicien. Il faut rétablir l'enseignement de la morale dans les écoles. Il faut rétablir l'enseignement de l'éthique au niveau même de la gouvernance. Il faut rétablir parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'au niveau de la gouvernance, il y a des comptes modèles qui se présentent aujourd'hui comme des modèles. Et les jeunes voient ça. Ils font des lectures. Et vous aussi, il y a des émissions que vous avez à faire en tant que journaliste d'investigation. En Occident, ça se fait. Pourquoi vous ne le faites pas ici?
faut que vous fassiez des investigations pour sortir. De quoi vous voulez parler? Je veux parler. Nous, on a toujours fait notre travail comme cela se doit. Maintenant, si vous avez une proposition particulière, allez-y. Non, j'ai dit que les journalistes... Ne dites pas qu'on ne fait pas d'investigation. Oui, c'est comme toi aussi, tu m'as questionné tout à l'heure, tu m'as imposé de sortir de mon gant pour faire chose. Donc, à partir de là, j'ai dit, nous sommes heureux, vous voyez un peu, lorsqu'on parle de la corruption, qu'on fait une émission sur Mitterrand, sur Jacques Chirac, etc., et qu'on fait ressortir les grands dossiers, nous sommes contents en Afrique de regarder ça. Mais dans notre propre société, il n'y a pas de ces émissions. Et c'est ça qui fait la différence justement entre le modèle que nous copions et l'extraversion ou du moins l'avatar que nous devenons en tant que système imitant ce qui ne comprend pas pour vivre. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Je vais vous dire quelque chose tout simplement et je l'ai dit. Les Tolegba qui ont été érigés à partir des sacrifices humains. Mais ici, ce n'est pas n'importe qui. On utilise, et c'était pendant les périodes de guerre, les captifs, c'est-à-dire les populations qui ont été vaincues, ce sont les prisonniers. Et comprends, vous avez le Bantalegba. On peut ranger ça dans ce qu'on appelle le butin de guerre. Les butins de guerre. Non, ce n'est pas butin de guerre parce que c'est un langage de dévoiement de la réalité, de la richesse, de ce qui s'est fait ici en termes de rationalité. Mais c'est pour vous dire que c'est parmi les captifs qu'on a pris ceux qu'on a utilisés pour ériger les Tolegba. Et les Tolegba qui ont été érigés l'ont été dans le sens de la protection de l'environnement. C'est pourquoi c'est au carrefour. Et ce qui fait que vous allez voir passer dans l'environnement, dans l'atmosphère de cette Tolegba, purifie l'individu. Lorsque c'est un peu comme quand vous allez dans une administration, vous passez sous le scanner, ou bien à l'aéroport, vous passez sous le scanner. Donc les Tolegba jouent ce rôle déjà de prévention, naturellement. Mais maintenant aussi, il y a les Huetanou. C'est pourquoi je voulais vous montrer qu'en fait, il faut faire la différence entre le crime des sacrifices humains à viser, doter l'organe de quelqu'un, c'est différent des sacrifices humains qui ont été faits ici. Et ça ne continue pas dans ce sens, parce que les vaudous sont déjà installés. Je voulais vous dire que les Huetanou, vous savez, ça se fait 2 fois dans l'année. La période, le trimestre de janvier à mars, pour aller vers les Assins, et de juillet à septembre, pour maintenant consacrer la nouvelle Ignam comme résultat de l'effort de production de la population. Et les jeunes, lorsqu'ils vont assister au Huetanou, c'est à ces occasions qu'ils apprennent les lois économiques, politiques, de gestion et de maturation, les lois de prise en charge de soi et d'installation de la conscience du groupe. C'est ce qui se fait. Et c'est ce qu'il faut rétablir. Aujourd'hui, là, qui sont ceux? Est-ce que les jeunes vont au Huetanou? Ils ne vont pas. Ils vont dans les églises. Et quand ils vont dans les églises, ils reviennent comme des météores, sans équilibre, sans stabilité, parce que les valeurs qu'on leur apprend, ce n'est pas ça qu'ils écoutent. Ils vont pour se montrer, parce qu'ils sont bien habillés. Les églises sont devenues des terrains de chasse. Vous voyez, pour les trafiquants d'organes. Vous comprenez un peu. Alors que tu ne peux pas. Va dans ta famille, à un Huetanou. C'est pour communier et c'est pour te recharger en énergie de productivité pour utiliser justement ce capital. On va conclure le sujet, votre conclusion. Que faire pour quand même diminuer ces actes barbares que faire le sociologue? Qu'est-ce que le sociologue va dire au plan de l'éducation? Nous sommes d'accord qu'il faut rétablir les variables de l'éducation. Que faire aussi? Il faut rétablir le pouvoir d'achat des parents. Raimi l'a dit. Lorsque le père et la mère, le père ne peut pas donner l'argent de popote et que la maman est fâchée et que l'enfant est témoin
et que l'enfant regarde à côté dans la famille, la famille voisine, comment ses camarades mangent et autres, vous voyez que devient la psychologie de cet enfant, psychiquement. Vous voyez un peu ce qu'il devient. À part ça, il faut rétablir aussi, et ça je vais le dire tout bonnement comme ça, il faut rétablir les fondamentaux de la gouvernance, de la gestion politique et de la distribution de la richesse nationale. Merci à vous. Docteur Assogba, je rappelle que vous êtes sociologue à l'université d'Abomey-Calavi Bolo, vous enseignez à l'université d'Abomey-Calavi. Moussa Raimi, vous êtes métaphysicien, on va vous permettre de conclure sur le sujet. Merci. Je vais humblement demander à notre chef d'État de vraiment prendre les troupes à l'école. Parce qu'il est le 4e chef de l'État à partir de l'ère du renouveau démocratique. Or, le nombre 4, c'est l'héritage. Et le nombre 4, souvent, est lié à l'au-delà. Nous voulons simplement lui souffler que, pendant tout son règne, des forces occultes vont agir tous les jours. Les forces occultes cherchent lui-même. Il faut qu'on lui dise ça. Les forces occultes cherchent lui-même. Parce que, normalement, un enfant de mardi ne doit pas être roi, ne doit pas être chef. Bon, on a l'occasion de centraliser cette mais si c'est pour vous dire... Quel est le rôle de pouvoir en place dans la résolution du sujet dont on a parlé? La première chose, c'est la responsabilité d'abord des élus locaux. De contrôler tout au moins les maisons qu'ils gèrent. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas qui vit dans quelle maison, quelles sont les activités que les gens mènent dans ces maisons, on ne maîtrise pas. On n'a pas la carte touristique de nos vaudous. On n'a pas ça. Si on rentre dans tel quartier, on doit pouvoir savoir qu'il y a tel vaudou, Sakwata, Hevioso, ça. Et savoir, le détenteur là, connaît son histoire. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On parle de tourisme. Mais le premier travail à faire n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. Il faut réorganiser le milieu endogène. Comment? Vous prenez le vaudou Hevioso. Aujourd'hui, on n'a même pas une hiérarchie. On ne sait pas qui est le chef suprême de Hevioso. Simplement, si nous prenons le littoral, on doit pouvoir savoir ça. Si on prend Sakwata, on doit pouvoir savoir ça. Et c'est comme ça que nous allons maîtriser cette situation. Aujourd'hui, il y a comme un désordre qui ne dit pas son nom sur le plan culturel. Et ça, c'est à l'État de faire. Les détenteurs de pouvoir, excusez-moi, quand vous les approchez, vous allez voir que quelque chose leur échappe tous les jours. C'est comme s'ils ne maîtrisent plus le béaba. On dit par exemple qu'on doit déplacer tel Toleba. C'est comme si les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas comment on va réinstaller. C'est des réalités. Et petit à petit, si nous ne faisons pas vite, des forces, des entités redoutables vont circuler tous les jours dans ce pays et personne ne pourra les maîtriser. D'où la nécessité pour l'État de contrôler la situation. Merci à vous, docteur Moussa Raimi, vous êtes métaphysicien, vous étiez avec docteur Assogba. C'était l'instant débat fait croiser en nouvelle diffusion sur Diaspora FM à 14h et sur Eden Télévision à 13h30. Matin d'Eden se poursuit. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Heureusement que si m'a passé son brouillon pour que je puisse rectifier ma réponse. Tu es en train de m'avouer avoir triché, c'est ça? Gana. Dis-moi, vous ne répéterez pas? Mais quand mes pères doivent faire dit, Pierre! Fac Production, en collaboration avec Eden TV, vous offre la série
Nouwen. Du lundi au vendredi à 12h45 et à 19h45. Rediffusion samedi et dimanche à 12h45. Ye wonto e kafuna dokiobe mule hose me fifia munye gbe olo munyi vifa munyi le hose menene olo nyatebe e ku togbe ku nyaga le hose me wa mabi onya de ka so game ke le hose me ba se le gbe ya amenene e to jiu e yo trosu hose to ni hose to. Suivez le prophète Cherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC dans l'émission I Believe in Miracles. Je crois au miracle. Te conduire dans la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu pour ta vie. Tous les dimanches à 18h et les jeudis à 16h sur Eden TV. Amoureux du jazz, découvrez les différents styles jazz, faites connaissance avec les meilleurs et célèbres jazzmen et les groupes qui ont laissé leurs empreintes dans l'histoire du jazz. Les grands noms du jazz vous donnent rendez-vous sur Eden TV dans Jazz Time, tous les dimanches à partir de 17h30. En rediffusion, vendredi 22h. Modeste, on répondit bonjour. Bonjour, tranquille, bonjour, madame, monsieur. Bon, nous parlons avec vous de Facebook, ce réseau social qui rassemble des millions de personnes de par le monde. Comment éviter de se faire trahir par son numéro de téléphone? C'est vrai qu'aujourd'hui, avant d'ouvrir un compte, on vous demande votre numéro de téléphone et en plus de votre mail. Bien Alors, comment éviter les pièges des arnaqueurs? Voilà. Au fait, en voulant s'inscrire sur Facebook, comme vous le dites déjà, nous avons la possibilité soit de finaliser notre inscription par notre adresse email ou bien notre numéro de téléphone. C'est vrai qu'à un moment donné, nous pouvons aller dans les paramètres et puis cacher ce numéro ou bien cette adresse email à nos amis ou à tout le monde. Mais le simple fait de cacher le numéro ou bien l'adresse mail ne suffit pas pour nous mettre à l'abri des invitations ou bien des personnes indésirables sur Facebook. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Comment faire pour que c'est seulement ceux que vous voulez qu'ils vous retrouvent par le biais de votre téléphone ou bien par le biais de votre adresse email, que c'est seulement ceux-là qui vous retrouvent sur le réseau social. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui rapidement, comme vous allez voir à l'écran. Il suffit de vous rendre dans les paramètres de votre compte Facebook et vous allez repérer la partie confidentialité. Dès que vous repérez la partie confidentialité, vous allez regarder dans la fenêtre qui s'affiche à votre droite. Il y a toute une liste de paramètres qui s'affichent et qui vous demandent de modifier. Par défaut, un bon nombre de ces paramètres sont réglés sur tout le monde. Donc, la sécurité là n'y est pas du tout. Donc, c'est à vous de choisir, soit si c'est un ami qui va vous voir, ou bien si c'est un ami et ses amis, ou bien vous uniquement. Et là maintenant, nous allons parler du numéro parce que c'est de là que les personnes que vous ne désirez pas surtout vous retrouvent sur Facebook parce que ces derniers connaissent votre numéro de téléphone ou bien en connaissance de votre numéro de téléphone ou bien parlent des jeux de chiffres, peut être en train de composer des numéros, voir à qui appartient ce numéro par exemple et tombe sur vous et voir votre profil et ça les intéresse. Ils vont pouvoir maintenant entrer en contact avec vous ou soit par d'autres manières aussi essayer de vous pirater. Donc, il vous suffit de cliquer maintenant sur modifier qui est devant, qui peut vous trouver à l'aide de votre numéro de téléphone. Dès que vous cliquez sur modifier, vous allez voir maintenant les possibilités qui s'offrent à vous.
par défaut, comme nous l'avons dit, c'est sur tout le monde. Donc, à vous de choisir soit maintenant amis et leur ami, ce qui voudra dire que si je coche au niveau des options là, amis et leur ami, et que je suis ami par exemple à vous, tous vos amis peuvent me retrouver sur Facebook par le biais de mon téléphone, de mon numéro de téléphone. Ou soit si je mets uniquement mes amis, ça voudra dire personne d'autre en dehors de mes amis ne peut me retrouver sur Facebook à part ceux-là, à partir de mon numéro de téléphone. Vous pouvez faire la même chose avec votre adresse email qui est juste en haut de ça, en modifiant ces paramètres, en choisissant soit les amis et leurs amis ou bien uniquement vos amis. Mais si vous préférez comme cet utilisateur, vous pouvez laisser sur tout le monde. Là, vous êtes prêt à accepter tout le monde et aussi à courir le risque. Qu'est-ce qui est souhaité? Qu'est-ce qui est bien de faire? Ce que nous conseillons souvent, c'est de choisir les amis. Dans ce cas, parce que vous êtes appelé à recevoir des invitations, donc c'est de choisir les amis et leurs amis. Et là, à vous maintenant d'être très prudent, de ne pas accepter n'importe qui. Parce que si vous acceptez, par exemple, vous êtes ami à un pirate, soyez sûr que lui aussi il a des amis pirates. Donc, vous êtes ami alors dans un club des pirates. Donc, votre compte peut en faire un jour des frais. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui est conseillé, c'est de choisir amis et leurs amis. Et à un moment donné, il faut passer carrément à amis uniquement. C'est-à-dire, si vous atteignez un nombre déjà à 5000, Facebook en tout cas bloque la barre d'acceptation des invitations. Donc, à un nombre d'amis déjà sur les réseaux sociaux, il faut essayer de limiter l'acceptation des invitations en choisissant uniquement les amis. Et là, vous êtes à l'abri parce que vous êtes sûr de contrôler vos amis, ceux à qui vous êtes amis sur Facebook, pour ne pas être surpris après. Voilà. Merci à vous. Modeste Ondekomondi, on vous retrouve vendredi prochain pour notre numéro bien sûr. De la rubrique qui reste avec nous en attendant l'arrivée de Ahmed Arekpa. Mouya Goué est là pour nous faire pousser la chansonnette. Bon, c'est pas lui qui va pousser la chansonnette. Il a sûrement enregistré quelqu'un pour nous. Tout à fait, tranquille, à 4 Bélentin. Ce matin, je voulais vous proposer une nouvelle personnalité qui a poussé la chansonnette. Quand je fouillais un peu nos archives, j'ai repéré une chansonnette quand même qui, en ce début de semaine, pourra encore nous rappeler que il faudrait qu'on passe notre temps à s'aimer, mais que finalement la finalité c'est le tombeau et que on sera seul. C'est pas pour rien que vous avez porté une chemise col Mao aujourd'hui. Vous avez adopté le style du général. Du général Mathieu Kérékou. Oui, bon, de temps en temps il faut lui rendre hommage. Voilà. Et c'est pour ça qu'on rend également hommage à Nestor Volonto qui nous a quittés. Heureusement, nous avons eu la chance de lui faire pousser cette chansonnette-là au moment où nous l'avions rencontré, parce que c'est juste 2 ans à peu près après qu'il nous a quittés. On a alors le plaisir de le revoir en chair sur ces images. Merci de le recevoir chez vous. Jarambo nu jiloma jaranu enu mininu do gbewenu bado ikontona ado kwede suonya ne wena kusin gbeme alevon kwemando wena kusin gbeme gbetona nu gbebu doji osewenu dosin mine vivi do gbeme fibo mebi ko mone mitona di sabo ipero ku mekatun akwe asito egun meja mininu mo akuwere no nyena nyero konton bo hanu gbe emi ka do nyena nyero eko bone yilo kuwere no wena nyero konton bo pete gbe emi ka do wena nyero eko bone gbejido kaka o me sewe kono do sin we kusin gbe me fi hunkun lo to efone yezewe ino do me bole ko bo so ko me to re yezewe do yo me bole ko bo so ko no seni zero ten la be me ye ko on kwe koko nyɔnu lagbene le kpo vitoe le kpo okɔntɔn sa memo megbɔ bina dzoe do nyɔnu lagbene le kpo vitoe le kpo okɔntɔn sa memo megbɔ bina dzoe do vɛma do nukume de bolo yena koe do mi o
nyande weje ine boyi me forma do iku owan yi no zo e foro yodoto. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes. Salut l'artiste, comment il s'appelle maintenant, Ernesto Avolonto, voilà, qui a fait danser, continue de faire danser. Puis l'artiste ne meurt jamais. Ses œuvres restent et demeurent pour la postérité. Merci à vous. C'est moi. Ahmed Arekpa, bonjour. Bonjour à vous. Tranquille à Kalguerontin. Bonjour à Mori Agua. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Ça fait quoi de revoir Nestor en image, en chair, en os? Évidemment que ça touche beaucoup. Beaucoup d'émotions. Et c'est la preuve aussi, voilà, que quand on fait bien ce qu'on aime faire, on reste à jamais. Voilà. Alors, nous recevons aujourd'hui la rubrique Sélection d'Eden. Une artiste béninoise, évidemment. Évidemment, on reçoit une artiste béninoise. Et puisque nous sommes, en fait, donc, dans du gospel, c'est vrai que son univers à elle, c'est un univers assez large. Et donc, on retrouve aussi là-dedans du gospel. Elle est du nord du Bénin, d'un père d'Indien et d'une mère Peul. Elle a sorti son premier album en 2007. Elle a travaillé notamment avec un grand monsieur dont on a parlé le lundi dernier sur ce même plateau, Moriagua. Ça vous parle ou pas? Nel Oliver, justement. Elle a travaillé avec le monsieur. Elle travaille donc avec Nel Oliver. Son premier album est sorti en 2007, j'en parlais. Elle est née d'un père d'Indien et d'une mère Peul. Ça vous aide ou pas? Elle est costaud comme moi. Oui, voilà, un peu effilé, voilà. Zigbo Bolor, quoi. Mais dans l'autre sens, peut-être, si vous le voulez. Non, elle a le style de mannequin. Voilà, elle est très défilée. Falissa, il faut voilà, Falissa. Il déchiffre, c'est parce qu'à la base, c'est parce qu'à la base. Quand vous êtes à côté des artistes, à côté des managers comme Ahmed Arekpa, c'est normal qu'on devine très vite. Ceux qui connaissent la station radio qui a évolué, qui évolue toujours d'ailleurs. Je pense que ça existe toujours. Il a laissé une empreinte indélébile. Voilà. Et ceux qui connaissent aussi la Béanzinoise. La Béanzinoise, c'est bien ça. Allez, je vous parle de Falissa, chers amis, qui a passé son enfance bercée par un mélange de rythmes issus de la culture des Peuls, d'Indi, Bariba, ayant habité donc successivement dans la plupart des régions du Bénin. Elle s'est imprégnée de la culture béninoise dans toute sa diversité. Adolescente, il faut savoir qu'elle travaillait déjà donc sa voix et a perfectionné son écriture dans ces diverses langues du Bénin. Et d'abord choriste pour la plupart des grands artistes béninois. Elle a fait donc beaucoup de chœurs sur des chansons des artistes vedettes, en tout cas ici au Bénin. Puis donc son premier album qui a été réalisé en 2007 avec Nel Oliver Production et une carrière solo donc qu'elle a lancée. Et c'est vrai qu'après le premier album, il y a eu un petit temps d'accalmie, on va dire. Et elle a relancé sa carrière en fait après ça, 2011, avec un single justement donc pour annoncer ce deuxième album-là, single dans lequel elle demandait justement à Dieu de l'accompagner pour ce retour sur la scène, de la remplir de sa bonté, de sa grâce et tout le reste. Et ça donne Feel Me avec Falissa. Without you, my life will be hopeless. Without you, my life will be a disaster. Without you, my life will be torn apart. I need your presence. In time of troubles, you comfort me. In time of prayers, you empower me. In time of sorrows, you are by my side. I need your presence. Come and tell me what I have to do. Come and take me where I belong. Come and show me where I have to go. I need your presence. Feel my heart. Holy Spirit. Feel my soul. Holy Spirit. Feel my body. Holy Spirit, feel me. Holy Spirit, feel me.
life will surely be hopeless. Without you, my life will plunge into darkness. Without you, my life will surely tear apart. I need your presence. In time of troubles, you comfort me. In time of prayers, you empower me. In time of sorrows, you are by my side. I need your presence. Come and teach me what I have to do. Come and take me where I belong. Come and show me where I have to go. I need your presence. Feel my heart. Holy Spirit, feel my soul. Holy Spirit, feel my body. Holy Spirit, feel me. Holy Spirit, feel. Voilà, Falissa Filmi. Ouais. Un tube aussi. Un tube, incontestablement, Holy Spirit filmé. Donc voilà, Esprit Saint, remplis-moi de ta grâce. Et je pense que c'est ce qu'on va souhaiter aussi donc, pour chacun et pour tous en ce début de semaine, que l'Esprit Saint puisse remplir tout chacun de nous. Oui, en ligne inter, on va retrouver Jessica Dossé. Elle nous propose Nul n'est comme toi. Évidemment, voilà. C'est du gospel, évidemment, ça parle de Dieu. Voilà. Merci à Mohamed. C'est moi. On vous retrouve sur Diaspora FM oui. dans la musicale, info. Pour la spéciale leçon de pragmatisme politique. Près de 116%, c'est ça, voilà. Dans le genre. Le taux de participation, c'était l'enjeu. Et le gars, il a rempli tranquillement. Voilà. Très bien. Alors, la revue de presse internationale, juste après, et Philang Baguidi va s'installer pour vous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue internationale ce lundi 19 mars 2018. Nous l'ouvrons ce jour par www.jeunafrique.com. Nous sommes au Burundi. Le référendum constitutionnel controversé est fixé au 17 mai prochain. C'est l'actualité proposée à l'entame de cette revue internationale par jeunafrique.com. Le président burundais Pierre Nkurunziza a fixé au 17 mai la date du référendum sur une réforme constitutionnelle controversée qui pourrait lui permettre de se maintenir au pouvoir jusqu'au 2034 selon un décret présidentiel signé ce dimanche. Nous restons toujours sur la même plateforme. Cette fois-ci, nous nous rendons en République gabonaise, au pays de Ali Bongo Ondimba. Et puis, c'est une interrogation qui nous accueille à l'entame de cet article. Gabon, qui sont les proies de l'opération Mamba? Gabon, qui sont les proies de l'opération Mamba? La réponse, bien évidemment, est contenue dans cet article que voici. L'ouverture du premier procès issu de l'opération anticorruption Mamba a été reportée au 20 mars, un événement historique au vu du pédigré des accusés, dont la plupart sont des anciens ministres ou de hauts fonctionnaires de l'État gabonais. Mais une interrogation s'impose. Qui sont les inculpés de cette opération Mamba? La revue d'effectifs est proposée ce matin par jeunafrique.com. On y reste encore, mais cette fois-ci, on change d'État, on change de république. Angola, Dos Santos quittera la tête du MPLA la fin de l'année 2018 ou début de l'année 2019. L'ancien président angolais propose d'organiser un congrès extraordinaire en décembre ou en avril 2019 pour régler la succession du mouvement populaire de libération de l'Angola MPLA dont il est encore à la tête. Le nouveau chef d'État, João Lourenço, numéro 2 du parti, devrait lui succéder. La toute dernière information sur cette plateforme pour le compte de cette revue internationale ce jour. Week-end sous haute tension dans la région minière de Gafsa en Tunisie. Après un conseil ministériel dont les annonces ont été jugées insuffisantes, plusieurs personnes ont manifesté et bloqué les routes en signe de protestation. Des actions qui ont ainsi suscité l'intervention musclée des forces de l'ordre tunisiennes. On quitte maintenant jeunafrique.com pour cliquer sur tout autre site internet, c'est bien sûr www.lefigaro.fr. Un agent du consulat français à Jérusalem est soupçonné de trafic d'armes. C'est à lire dans Info Le Figaro. Ce volontaire âgé de 24 ans a été interpellé ce 19 février
au terminal frontalier d'Erez alors qu'il quittait la bande de Gaza. Il aurait reconnu avoir convoyé des dizaines d'armes au cours des 3 derniers mois. Retenez ici le titre de l'actualité. Un agent de consulat français à Jérusalem soupçonné de trafic d'armes. On reste toujours sur cette même plateforme, lefigaro.fr, pour nous intéresser à toute autre actualité française. Les partenaires sociaux ont rendez-vous ce lundi à 16h plus précisément au ministère du Travail. Le gouvernement doit notamment dévoiler ses pistes pour contrôler les demandeurs d'emploi. Pendant ce temps, toujours dans ce même pays, grèves et manifestations, une semaine sociale chargée s'ouvre. Grèves et manifestations, une semaine sociale chargée s'ouvre en France. Jeudi 22 mars, le gouvernement devra faire face à un mécontentement des retraités, des cheminots et des fonctionnaires. Nous quittons Le Figaro maintenant pour cliquer sur tout autre site internet, c'est bien lemonde.fr. www.lemonde.fr nous rappelle encore une fois les détails inhérents à l'élection présidentielle en Russie. Participation en hausse selon la commission électorale. Assuré d'être réélu, eh bien, Vladimir Poutine n'a quasiment pas fait campagne. L'opposition signale des irrégularités, eh bien, telles que des bourrages d'urnes ou des votes multiples. Et puis l'actualité, vous l'avez constaté, a bien évolué. Vladimir Poutine a été reconduit pour un 4e mandat à la tête de l'État russe. Restons-y. Présidentielle en Russie, Vladimir Poutine sacré par les urnes. C'est l'actualité proposée par la plateforme de RFI, Radio France Internationale. Le président Vladimir Poutine a été triomphalement réélu dimanche 18 mars pour un 4e mandat à la tête de la Russie. Je vous en parlais tantôt. Le président russe, triomphalement réélu dimanche pour un 4e mandat à la tête de la Russie, a remercié des centaines de partisans réunis dans le centre de Moscou pour sa victoire dans laquelle il voit un signe de la confiance et de l'espoir des Russes. Il dit, je cite, « J'y vois la confiance et l'espoir de notre peuple. Nous allons travailler tout aussi dur, d'une manière tout autant responsable et efficace, a-t-il déclaré dimanche soir devant ses partisans réunis à 2 pas du Kremlin. Il continue en ces termes, « J'y vois la reconnaissance du fait que beaucoup de choses ont été faites dans les conditions très difficiles. » Fin de citation. Et puis, nous allons mettre un terme à cette randonnée sur les différentes plateformes internationales en vous conviant à visiter tous les jours la plateforme de votre télévision Eden TV, c'est bien www.benin-eden.tv pour y suivre l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde. Voilà, c'est le moment de suivre les clés du monde. Si vous venez de nous rejoindre, James Pilang-Bagidi, bonjour. Bonjour à vous, tranquillin, et bonjour à tous. Vladimir Poutine a réélu une leçon de pragmatisme politique pour un Occident admiratif et dégoûté. C'est le thème que vous nous proposez dans la rubrique Les clés du monde sur Eden Télévision dans Matin d'Eden. Cela ne faisait aucun doute, ni en Russie, ni ailleurs. Le président russe Vladimir Poutine s'est fait réélire ce dimanche 18 mars 2018 sans la moindre difficulté dans un contexte de crise économique, mais aussi de tensions internationales. Des questions se posent sur la nature du pouvoir de Vladimir Poutine et les raisons d'une telle popularité. Question à vous. C'est en 1999 qu'il est arrivé au pouvoir. Il est toujours aussi populaire. Comment cela s'explique-t-il? Merci. Alors, quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir en 1999, c'était la succession d'un président qui avait porté la Russie de sa sortie de l'Union soviétique à l'état démocratique que la Russie est devenue. Et ce président, c'est Boris Eltsine. Et Boris Eltsine avait malheureusement hérité d'un pays extrêmement instable à partir donc de la fin des années
80, début des années 90. Et Boris Eltsine n'était pas non plus un homme dont le charisme a pu en tout cas être porté dans le temps, parce qu'il avait des propensions à la colère ou même parfois à la consommation de l'alcool qui ont un peu terni son image au regard des Russes. Et en même temps, étant donné que le pays sortait d'une grande période de gloire et était entré dans une période d'instabilité, c'était dans les années 90 la période qu'on peut qualifier carrément de période de chaos, d'un véritable chaos politique. Et Boris Eltsine était là à se chercher lui-même. Le pays souffrait sur le plan économique, sur le plan politique. Au plan international, la Russie n'était plus considérée par les grandes puissances internationales. C'était à cette époque-là que le G7, le groupe des 7 pays les plus puissants du monde, a été mis sur pied. Et en ce moment-là, la Russie ne comptait même pas parmi les 7 pays les plus puissants du monde, alors que la Russie, c'était quand même l'héritière de l'Union soviétique, deuxième puissance au monde, deuxième superpuissance au monde derrière les États-Unis d'Amérique. Dans cette période d'unipolarisation, la Russie avait carrément disparu de l'échiquier politique international. L'ordre international ne comptait plus avec la Russie, et cela était vraiment mal vécu par les Russes qui ont un fort orgueil et qui ont une volonté de compter dans les relations internationales. Avec l'accession au pouvoir en 1999 de Vladimir Poutine, la donne change. Vladimir Poutine, c'est l'ancien dirigeant du KGB, les services secrets russes, et il arrive au pouvoir avec une volonté de faire renaître la Russie, de faire revenir la grandeur de la Russie. Et Vladimir Poutine donc passe d'abord par le plan politique et le plan militaire pour refaire asseoir la puissance de la Russie. Premier objectif, mettre fin à la guerre en Tchétchénie. Et en ce moment-là, effectivement, la Tchétchénie avait proclamé en 1999 son indépendance. Et Boris Eltsine, dans son affaiblissement politique, avait admis cette indépendance de la Tchétchénie. Il n'était pas question pour Vladimir Poutine de laisser la Tchétchénie rester. Or, en dehors du giron russe, la guerre pouvait coûter ce qu'elle devait coûter. Vladimir Poutine a mis les moyens et a ramené la Tchétchénie dans le giron de la Russie. Vladimir Poutine également a déclenché une autre guerre, celle-là ce fut en 2006, ce fut contre la Géorgie. Deux autres guerres sont pratiquement encore en cours, celle de la Syrie et celle en Crimée, qui ont eu lieu en 2014 et puis celle qui a commencé en Syrie en 2011. La Russie a démontré au cours de ces guerres qu'elle avait la capacité militaire de compter dans les relations internationales. Depuis l'arrivée au pouvoir de Poutine, en tout cas, la Russie fait de nouveau parler d'elle. La Russie a retrouvé une place au sein du G7 plus 1, d'abord dans un premier temps, devenu ensuite G8. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2014, la Russie a été de nouveau exclue, mais ce n'est plus parce que la Russie ne compte pas dans les relations internationales, c'est parce que les positions de la Russie ne sont pas admises par les autres pays membres de ce creuset que la Russie en a été exclue. Aujourd'hui également, il faut compter la popularité de Vladimir Poutine. Ça passe également par l'image que l'homme se forge auprès de son peuple. C'est cet homme qui a la capacité d'apparaître comme le dandy, habillé comme un jeune, comme à la manière des rockstars. Vladimir Poutine, voilà, on peut le voir là sur cette image-là. On peut voir Vladimir Poutine à cheval en train de faire de l'équitation. On peut voir Vladimir Poutine sur un karting avec ses amis en train de pêcher. Vladimir Poutine nu, en train d'aller, torse nu, pardon, en train d'aller à la chasse. Vous voyez des images comme ça qui montrent aux Russes que leur président, il est là et il compte. Et puis, il a ce caractère, cet aspect protecteur de la Russie que les Russes lui reconnaissent. Et à partir de ce moment-là, en dépit du fait qu'il apparaît aux yeux de certains, surtout en Occident, comme étant un dictateur, Vladimir Poutine peut aujourd'hui savourer, comme on l'a vu sur cette image-là, le champagne peut triompher, le peuple l'aime et c'est cela qui a abouti à sa réélection en cette année 2018. Petite anecdote, dans mon quartier, j'ai rencontré après sa réélection un jeune qui criait que oui, c'est mon président. Il dit, pourquoi il est ton président? Ton président ici, c'est Patrice Talon. Lui, pourquoi tu dis qu'il est ton président? Il dit, mais il tient tête à tout le monde. Absolument. Et cette image-là, c'est une image également que les Russes apprécient chez Vladimir Poutine. Mais au-delà de la popularité, le scrutin de ce dimanche offrirait-elle ou non au président Poutine les conditions d'une réélection facile? Oui. Déjà avant l'élection, le Kremlin a décidé qu'il fallait
tout mettre en œuvre pour que Vladimir Poutine soit réélu et que les appels au boycott lancés notamment par Alexei Navalny qui avait été candidat lors des dernières élections au cours desquelles Vladimir Poutine n'a pas atteint ses scores, en tout cas le score qu'il aurait espéré. Alexei Navalny étant hors jeu et appelant à boycotter les urnes, le Kremlin a décidé qu'il fallait tout mettre en œuvre donc pour que le score de participation atteigne au moins les 70% et que Vladimir Poutine lui-même dépasse les 70% en termes de suffrages. Pour que cela puisse se faire, tous les moyens ont été mis en œuvre. En tout cas, Alexei Navalny parle de son côté, lui, de tentatives de bourrage d'urnes, parle de fraude. Mais ce qui a été observé particulièrement, c'est que l'élection s'est déroulée de façon, je dirais, festive. Les bureaux de vote étaient vraiment de salles de kermesse, il y avait de la musique, il y avait à manger pour tous ceux qui venaient voter. Il y avait un engouement, et en tout cas, il y avait un encouragement à aller voter. Et pour ceux qui n'avaient pas la possibilité ou la volonté d'aller voter, les bureaux de vote se sont déplacés vers ces gens-là. C'est-à-dire qu'il y a eu 20% pratiquement de vote à domicile. Vous pouvez être chez vous, donc, le bureau de vote, les membres du bureau de vote déplacent les urnes chez vous. On vous demande, voilà, vous avez maintenant la possibilité de voter, vous n'avez peut-être pas la possibilité de sortir de chez vous, maintenant venez voter. Et puis, bien entendu, il y avait des forces de sécurité pour garantir la sécurité des urnes, mais en même temps, ces forces de sécurité avaient un œil sur vous pendant que vous votiez. Il y avait peut-être cette forme je vais dire, d'intimidation qui a résulté de ce vote à domicile, puisque quand vous êtes chez vous et qu'on vient vous demander de voter à domicile, c'est difficilement que vous allez poser le cachet sur un autre candidat que celui qui est au pouvoir. Il faut aussi, on l'a déjà dit, dire que Vladimir Poutine était très populaire et que cela donc a contribué à cette facile réélection. Donc, quand on a mis tous ces moyens-là en œuvre et que ailleurs on a parlé de bourrage, il y a quand même des raisons de penser qu'il n'y avait pas autre moyen pour que ces élections-là puissent aboutir au résultat que nous avons entendu. 76,67% des suffrages en faveur de Vladimir Poutine. C'est un score qu'il n'avait encore jamais atteint. Du côté du Kremlin, que dit-on par rapport aux fraudes qui ont enregistrées? Alors, naturellement, le président Poutine s'est exprimé déjà dès hier soir. Il a fustigé ces accusations. Il a estimé pour sa part que ce n'est que les perceptions des Occidentaux. Et d'ailleurs, à ce propos-là, comme vous le savez, si les élections avaient eu lieu en Afrique, on aurait vu une flopée d'observateurs étrangers débarquer par-ci, par-là pour prétendre vérifier si le scrutin se passe dans les meilleures conditions. En Russie, il ne lui a pas été interdit de se présenter pour surveiller. Mais quand vous voyez la Russie, c'est une immensité de territoire. C'est le pays le plus grand du monde qui est étalé sur 11 fuseaux horaires différents. C'est-à-dire que quand il est 1 heure dans une ville, la dernière ville qui se trouve en Russie, il est carrément 22 heures de ce côté-là. Donc, c'est un pays d'une immensité telle qu'aucune surveillance raisonnable ne peut être mise en place, d'autant mieux que le pays est tellement bien quadrillé, que le président est tellement populaire qu'on n'a pas besoin d'aller vérifier s'il peut emporter les élections. Même les sondages qui ont été organisés avant ces élections par des instances étrangères comme le journal Washington Post et d'autres ont montré que Vladimir Poutine avait des chances de se faire élire jusqu'à 83% de chances de se faire élire sans aucun problème. Et comment expliquer la célérité avec laquelle son homologue chinois a reconnu sa victoire? Bon, naturellement, voilà, Xi Jinping a effectivement très rapidement salué la réélection de Vladimir Poutine. C'est la preuve qu'entre les deux hommes, il y a une convergence de vues. Vous savez, ce sont deux pays qui... La Chine reste communiste, la Russie est sortie du communisme et carrément fut un parrain de la Chine dans une certaines parties de l'histoire, même si les deux pays se sont brouillés au cours de la guerre froide. Ce qui est certain aujourd'hui, Xi Jinping considère Vladimir Poutine comme étant un alter ego, un partenaire stratégique dans les relations internationales pour la remise en place d'un ordre politique international qui prenne en compte les pays émergents, les pays comme la Russie, les pays comme la Chine, un point de vue différent de celui que les Occidentaux ont toujours instillé à travers leurs médias, à travers donc leur point de vue, même leurs observateurs, leurs chercheurs internationaux ont toujours développé des points de vue à l'encontre de ceux des chercheurs russes, des chercheurs chinois, etc. Et c'est pour cela que le président Xi Jinping n'a pas manqué rapidement de se positionner pour féliciter le président
russe pour sa réélection. On sait très bien que les deux pays membres du Conseil de sécurité partagent généralement les mêmes points de vue, notamment c'est le cas sur la Syrie, c'est le cas sur la Crimée, c'est le cas dans d'autres sujets sur lesquels aucune autre puissance du Conseil de sécurité n'a réussi jusqu'à présent à faire voter le Conseil contre la Chine et la Russie. Et du côté de l'Occident, pourquoi traîne-t-on le pas pour le féliciter, pour reconnaître sa réélection? Voilà, c'est l'homme que vous l'avez dit dans votre quartier, ce jeune homme qui dit qu'il tient tête à tout le monde. Cette résistance, cette capacité de Vladimir Poutine à être là et à résister à tout ce que l'Occident aurait voulu mettre en place comme politique internationale, ça ne plaît pas. Et forcément, surtout dans ce contexte international où on a parlé de l'empoisonnement de l'ancien espion russe Sergei Skripal et de sa fille à Londres, on peut supposer que la réélection de Vladimir Poutine ne plaît pas aux Occidentaux, ne plaît pas à Macron, ne plaît pas comment il s'appelle, au président Trump, ne plaît pas à Theresa May ni à d'autres. Et donc, même si on n'a pas d'autre choix que de le féliciter et de travailler avec lui, on traînera le pas pendant quelques jours ou pendant quelques heures pour lui montrer quand même qu'on n'est pas si content que ça de sa réélection. Dernier mandat pour Poutine où probablement il pourrait retoucher la Constitution pour rester au pouvoir à vie. Bon, aujourd'hui en tout cas, Vladimir Poutine a la possibilité, avec une majorité très confortable qu'il a au Parlement, de modifier de nouveau la Constitution. Vous savez qu'entre-temps, il a été obligé d'arrêter d'être président de la République. Il a modifié la Constitution pour devenir Premier ministre. Il est resté pendant qu'il a mis son ami Dimitri Medvedev à la tête de l'État. Il est resté Premier ministre et tous les pouvoirs régaliens étaient désormais entre les mains du Premier ministre. Il est redevenu président de la République, les pouvoirs régaliens ayant été restaurés pour le président de la République. Donc il y a possibilité pour lui de réviser la Constitution et de se maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Il y a déjà de nombreux acteurs politiques russes parmi ces partisans qui l'appellent à procéder ainsi, puisque ça vient d'ailleurs d'être fait en Chine. Et justement, l'ancien président Dimitri Medvedev, est-il toujours dans le système? Oui, il a été élu le Premier ministre, et puis bon, c'est vrai que le Premier ministre n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il est là et il fait partie des potentiels successeurs avec le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Merci à vous, Dieu suis là. Baguidi, Vladimir Poutine réélu, une leçon de pragmatisme politique pour un Occident admiratif et dégoûté. C'était le thème que nous abordons dans la rubrique Les Clés du Monde. Et c'est sur ces explications de Dieu suis là Baguidi que nous mettons un thème à ce numéro de Matin d'Éden. Bon début de semaine à vous. Soyez zen sur nos antennes. À bientôt.